Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui met en avant celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien, toujours à la tête d'Ecopo. Rappelez-nous ce qu'est ce média. Ecopo, c'est un média en ligne, Thomas, qui a été créé en 2016, par moi-même effectivement, et qui parle de solutions et qui met en avant les entreprises engagées. Voilà, du journalisme de solutions, on aime Absolument. ça aussi. Allez, au sommaire de ce jeudi 17 septembre, la Maïf, un géant de l'assurance qui vient de se définir comme une entreprise à mission. Son directeur général sera notre invité Pascal Demurger, a des annonces à nous faire, notamment une décision importante pour les automobilistes. Vous verrez, on va donc lui consacrer beaucoup de temps, beaucoup de questions. Il détaillera les objectifs sociaux et environnementaux de la Maïf. Alors pas de débat effectivement Thomas du coup, mais dans Smart Ideas, on va parler d'éco-pâturage professionnel avec Greenship ou quand les moutons remplacent la tondeuse. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Pascal Demurger. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes le directeur général de la Maïf depuis plus de 10 ans, c'est ça? Oui, depuis 11 ans. Ouais, 11 ans. Que signifient pour vous ces trois lettres RSE? C'est vrai qu'on en parle tous les jours dans l'émission Responsabilité sociale et environnementale. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire pour moi deux choses. Ça veut dire d'abord, oui, aujourd'hui l'entreprise a évidemment une responsabilité extrêmement forte. Les États ne peuvent pas à eux seuls régler les problèmes gigantesques et urgents auxquels on est confronté. Il faut que les entreprises contribuent. Elles sont d'ailleurs de plus en plus sommées de le faire. L'opinion publique attend d'elles de plus en plus qu'effectivement elles s'engagent et elles aient un impact. Donc la RSE renvoie bien à cette responsabilité de l'entreprise. Et en même temps, moi j'ai le sentiment qu'on est en train de passer à une étape au-delà de la RSE. La RSE a été trop longtemps vécue par les entreprises, notamment les grandes entreprises, mais pas que, comme quelque chose à côté du business. On dégage des bénéfices avec le business et quand même pour se racheter un peu une conscience, on va faire un peu de RSE. On va faire un peu de RSE, ouais. Et donc on finance une fondation, etc. Moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, cette responsabilité, elle doit être dans le cœur même de l'activité de l'entreprise. Et toutes les activités de l'entreprise sont concernées. Et c'est là qu'on pourra commencer à avoir un impact réel. Ouais, c'est le sens de la loi Pacte et de ces entreprises à mission. Depuis le mois de juillet, vous êtes devenu une entreprise à mission. On va voir les 5 grands principes adoptés. Placer l'intérêt des sociétaires au cœur des activités. Favoriser par une attention sincère l'épanouissement de ces acteurs internes au sein d'un collectif engagé. Contribuer à la construction d'une société plus solidaire. Contribuer à la transition écologique et promouvoir le développement de modèles d'entreprise engagés. On va revenir en détail sur ces objectifs. Placer l'intérêt des sociétaires au cœur de vos activités. D'une certaine façon, ça nous ramène à votre actualité, puisque aujourd'hui, vous avez une annonce importante à faire qui concerne tous les automobilistes qui sont sociétaires chez vous. Absolument, un peu d'ailleurs dans la continuité de ce que nous avons fait au moment du confinement. Au moment du confinement, on avait fixé un principe extrêmement simple, il serait complètement inimaginable et insupportable tout simplement que l'on tire un bénéfice quelconque de la crise sanitaire. Enfin, ça paraît juste la moindre des choses. Or, crise sanitaire égale confinement, confinement égale absence de circulation automobile, donc pas d'accident, donc les assureurs s'enrichissent en réalité. On n'avait plus de sinistres à rembourser. Et donc on a décidé tout naturellement de rembourser à nos sociétaires le montant de la prime d'assurance automobile correspondant à cette période de confinement. Et puis là, se pose la question de comment les tarifs doivent-ils évoluer pour 2021 ? Dans un contexte dans lequel tout nous pousse à augmenter les tarifs. Il y a une inflation sectorielle qui est extrêmement forte. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le prix des pièces détachées s'envole parce qu'il y a de plus en plus d'électronique, tout ça devient de plus en plus complexe. La main-d'œuvre sectorielle augmente et ce n'est pas complètement illégitime. Il y a un sujet de rattrapage aussi. Les garages ont été fermés pendant 2 mois. Donc ça devrait vous inciter à augmenter les tarifs. Exactement, mais on a décidé de continuer à être solidaire de notre sociétaire. On voit bien la crise sociale dans laquelle
on va rentrer. Et donc, on a décidé de rendre en quelque sorte du pouvoir d'achat à nos sociétaires et de geler les tarifs pour 2021. Alors ça veut dire évidemment qu'on accepte que l'entreprise fasse moins de bénéfices en 2021, peut-être pas du tout, j'en sais rien. On verra bien, l'important c'est de continuer à accompagner nos sociétaires dans la crise. Donc gel des tarifs pour 2021. La Maïf, assureur militant, c'est votre slogan. Ouais, voilà. Donc vous voulez incarner vraiment cette phrase-là, vous Mais voulez bien être sûr. militant, c'est important pour vous? C'est extrêmement important pour nous, c'est doublement important pour nous. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, je crois très sincèrement que les entreprises ont une responsabilité. Et donc ce militantisme, c'est bien l'incarnation de notre responsabilité à l'égard de la société en général. Et puis c'est important parce que moi je crois à un modèle d'entreprise, et c'est ce que nous sommes en train de construire à la Maïf, dans lequel l'engagement de l'entreprise ne se fait pas au détriment de la performance en réalité. Lorsque vous parliez en effet, accorder une attention sincère, on va dire, et désintéressée à l'égard de ses clients, par exemple. Chez nous, ce sont des sociétaires. À l'égard de ces sociétaires. Bien sûr, il y a un coût. Lorsqu'on rembourse 100 millions d'euros pendant le confinement à ces sociétaires, il y a un coût direct. Lorsque l'on accepte de geler les tarifs pour l'année suivante, il y a un coût direct. Lorsqu'on consacre plus de temps tout simplement au téléphone à un sociétaire qui déclare un sinistre parce qu'on sent bien qu'il y a une émotion qui est forte et il faut l'accompagner, il faut être présent, il y a un coût. Mais in fine, on gagne énormément en satisfaction de nos sociétaires et donc en fidélité. Ça, vous l'avez évalué, ça? On l'a évalué. On l'a évalué. Le coût d'acquisition d'un nouveau client dans l'assurance est relativement élevé. Ça veut dire que grâce à cette fidélité bien supérieure à celle du marché, on économise 100-150 millions d'euros par an sur les coûts d'acquisition. Ça veut dire quoi? Ça veut les dire... chiffres de cette fidélité, c'est... Oui, ça veut dire que chez nous, quand il y a un taux de départ, toutes causes confondues, y compris malheureusement le décès de certains sociétaires, la disparition de riches ou des départs volontaires, quand nous on a un taux de départ de l'ordre de 3%, le marché a plutôt 15%. Donc c'est gigantesque comme écart. Et on voit bien que c'est un modèle qui bénéficie à tout le monde. Évidemment à nos sociétaires parce que en effet on est plus attentif, en effet on les accompagne mieux, et in fine à l'entreprise aussi parce que on réalise, on a un schéma finalement beaucoup plus vertueux. Ça sert à rien d'aller chercher de nouveaux clients si on en perd autant. Vous avez parlé du confinement, la crise que l'on est en train de vivre de la Covid a accéléré votre engagement, vos engagements? Moi je crois. Il y a déjà eu en 2019, moi j'ai vraiment perçu déjà une accélération. J'avais publié un livre mi-2019 sur ce sujet justement. L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus, c'est ça, aux éditions Exactement. de l'Aube, juin 2019. Qu'est-ce que vous y racontez du coup? Quelles sont vos convictions? Mes convictions, c'est un petit peu celles que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un côté... je pense que l'entreprise n'aura plus le choix que de s'engager. Parce qu'il y a une pression de son corps social interne, de ses collaborateurs. Si on veut fidéliser les talents, il faut donner du sens. Et donner du sens, c'est aussi s'engager. Il y a une attente, notamment des nouvelles générations, mais pas que. Une attente qui est forte. Il y a une pression des consommateurs, qui de plus en plus choisissent, et tant mieux, les entreprises en fonction de leur comportement. Puis il y a des lois aussi qui viennent de plus en plus. Et puis il y a des lois qui accompagnent ce mouvement. Absolument, et c'est tant mieux, et je crois qu'il faut aller encore plus loin. Donc je pense que les entreprises sont sommées et n'auront plus le choix que de s'engager. Et puis j'allais presque dire surtout, parce que ça c'est vraiment ce qui permettra la généralisation, je crois, et j'explique dans le livre comment nous y sommes arrivés à la Maïf, je crois que l'on peut construire ce modèle gagnant-gagnant dans lequel l'engagement, aussi bien pour la planète que pour ses parties prenantes immédiates, ses clients, ses collaborateurs, cet engagement, s'il est sincère, s'il est profond et s'il est un peu, pourquoi pas, radical, en réalité crée de la performance. J'en parlais pour nos clients, c'est vrai pour l'ensemble de ces engagements. Mais il y a quand même évidemment des objectifs qui sont des objectifs de rentabilité, de business qui demeurent. Et d'ailleurs, on a bien compris que ce n'était pas antinomique. Mais bien sûr. On démontre régulièrement dans cette émission, ce n'est pas incompatible. Si je prends le 5e grand principe que vous avez adopté en juillet dernier, pour vous voir le développement de modèles d'entreprise engagés dans la recherche d'impact positif,
Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier prochain, vous allez aussi assurer les PME. Vous ne le faisiez pas auparavant, c'est ça ? On ne le faisait pas auparavant. Nous sommes traditionnellement, depuis la création de la Maïf, en 1934, nous sommes assureurs de particuliers. D'instituteurs. C'était Alors, les instituteurs au départ, ouais. Au début d'instituteurs. Il y a bien longtemps que ce ne sont plus seulement les instituteurs. Les instituteurs, voilà, mais c'est à ça. la base, oui. C'est ça. Mais à l'origine, c'était ça. Aujourd'hui, c'est quasiment 3,5 millions de ménages français qui sont assurés chez nous. Mais on n'assurait pas les entreprises. On assurait les associations, les collectivités locales, mais pas les entreprises. Mais donc là, quand vous intégrez ce principe, quand vous en faites un élément fort de l'entreprise à mission que la Maïf devient, c'est aussi pour développer un nouveau business. Puisque vous allez recruter de nouveaux clients. Alors, il y a un côté, toujours la même chose, à la fois engagement, c'est pour aider à l'accélération de la transition économique dans ce pays, pour aider les entreprises qui le souhaitent à changer de modèle économique, à rechercher justement un impact positif, à s'engager et les accompagner d'abord en les assurant tout simplement. Et nous sélectionnerons les entreprises que oui, justement, nous vous allez souhaitons privilégier les entreprises qui s'engagent dans une transition écologique et solidaire, c'est-à-dire... Absolument. Ça veut dire que nous souhaitons devenir l'assureur privilégié des entreprises qui s'engagent. Et comment, du coup, sur quels critères ça va être sur les critères traditionnels, à la fois de l'engagement en effet environnemental, social, des critères de l'ESG finalement, relativement traditionnels. On pourra revenir d'ailleurs sur cette question des critères. Pour moi, c'est un sujet extrêmement important. Je crois qu'il y a vraiment la nécessité que les pouvoirs publics accompagnent un mouvement permettant une forme de notation finalement, de scoring des entreprises en fonction de leur niveau d'engagement sur l'ensemble des champs. C'est extrêmement important parce que rien ne se passera si il n'y a pas une impulsion des consommateurs. Si les entreprises tout simplement n'ont pas intérêt à changer. Si elles n'ont pas intérêt à le faire, elles ne le feront pas majoritairement. D'ailleurs, si elles le font depuis plusieurs années, c'est notamment sous l'impulsion des consommateurs. Absolument, absolument. Et tant mieux, j'allais dire. Enfin, moi, j'ai pas de jugement moral à porter sur le comportement des dirigeants. Tant mieux s'il y a effectivement une convergence avec leurs intérêts. Mais c'est peut-être moins le cas dans votre secteur, vous diriez ? Moins le cas dans notre secteur. Écoutez, si j'en juge par ce qui se passe en 2020, je ne dirais pas ça. Après avoir remboursé nos sociétaires du montant de leur prime auto du confinement, on a un développement, un nombre de gens qui viennent s'assurer chez nous qui n'a jamais été aussi élevé. Donc il y a bien une sensibilité. De nouveaux clients, du coup, suite à cet acte-là, vous avez eu combien de nouveaux sociétaires, du coup ? Alors, on est, en gros, si on regarde par exemple au 31 août 2020 par rapport au 31 août 2019, on fait x2. Donc il y a une vraie dynamique. Donc ça veut dire qu'il y a une sensibilité du public qui est de plus en plus forte. Mais il faut armer les consommateurs. Et il faut leur donner, je crois, la possibilité d'avoir finalement, de manière très simple, une grande visibilité sur le comportement réel des entreprises. Je reviens à la nouveauté du 1er janvier, le fait que des entreprises, des PME vont pouvoir s'assurer à la Maïf. Oui. Vous allez éventuellement refuser certaines entreprises si elles ne remplissent pas les critères dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, de la même manière aujourd'hui que, par exemple, dans un assureur, c'est aussi ce qu'on appelle un gestionnaire d'actifs financiers. Il y a certains de nos sociétaires, nombreux, nous confient leur épargne sous forme d'assurance vie. Et cette masse d'épargne, évidemment, nous avons la responsabilité de la placer sur les marchés financiers pour qu'il y ait un rendement que l'on sert ensuite, que l'on rend à nos sociétaires. Dans la gestion d'actifs financiers, on n'investit pas auprès de n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quel secteur. On ne va pas aller investir dans, je ne sais pas quoi, des fabriques d'armes, dans le charbon ou acheter de la dette américaine alors qu'il y a encore la peine de mort. On se refuse à un certain nombre de choses comme ça, clairement. Voilà, des critères de ce type-là vont aussi être adoptés pour la politique de souscription en assurance. Alors Pascal Demurger, on a décidé de vous inviter dans Smart Impact après avoir vu cette publicité. Moi, c'était au cinéma. Les déchets. Quand on parle de réduction des déchets, on ne pense pas toujours aux équipements de la maison.
Avant d'acheter un nouvel appareil, sommes-nous sûrs que celui qui vient de nous lâcher n'est pas réparable? Avec Maïf, vous pouvez faire réparer vos appareils plutôt que les jeter. Vous aider à privilégier les réparations plutôt que jeter, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Ça veut dire quoi? Vous voulez lutter contre l'obsolescence programmée, favoriser la seconde main? C'est quoi la logique? C'est tout ça et c'est toujours la même logique. Lorsque, en effet, vous avez un appareil électroménager qui a une panne et qu'il est réparable, c'est quoi cette société dans laquelle on va le remplacer plutôt que de le réparer? Lorsque votre voiture a une aile froissée ou un pare-choc endommagé, est-ce qu'il n'est pas possible simplement de réparer l'aile ou le pare-choc en question, avec évidemment les mêmes exigences, à la fois de sécurité, d'esthétique, etc. Ou d'ailleurs, lorsque l'aile ou le pare-choc doivent être changés, est-ce qu'il n'est pas raisonnable de les changer par une aile ou un pare-choc d'occasion plutôt que nécessairement une pièce neuve, là aussi avec le même niveau d'exigence et avec l'accord naturellement de l'assuré, je pense que on est au XXIe siècle. On n'est plus dans les 30 glorieuses où il fallait absolument consommer, changer et où on se moquait totalement de l'impact environnemental. Donc oui, on peut contribuer. Et c'est pas possible avec tous les objets. Il y a des objets qui sont plus difficiles à réparer. Mais bien sûr, évidemment, quand il faut changer, on change. C'est pas le sujet. Et de toute façon, le niveau de service apporté à l'assuré doit être évidemment toujours au minimum équivalent. Et on voit bien que ça rejoint ce que l'on disait. D'abord, il y a un impact environnemental qui est réel. Parce que cette recherche d'impact, on l'intègre au cœur même de notre activité. C'est pas à côté. C'est vraiment dans le cœur de notre activité. Et puis, c'est bénéfique aussi d'un point de vue financier. Remplacé par une pièce d'occasion plutôt qu'une pièce neuve, réparé plutôt que changer, ça, généralement, ça coûte moins cher. Ça veut dire que nos tarifs peuvent être moins élevés, ça veut dire que c'est plus rentable, c'est plus efficace, c'est plus performant. Vous parlez d'impact au cœur de votre activité. L'empreinte carbone de la Maïf, justement, est-ce que dans vos locaux, par exemple, vous utilisez de l'énergie renouvelable? Totalement. Totalement. Ça veut dire quoi, 100%? Ça veut dire 100%, à la fois panneaux photovoltaïques sur la très grande majorité des bâtiments, c'est pas toujours possible, mais la très très grande majorité des bâtiments. Ça veut dire que l'on recycle par exemple la chaleur des data centers. On a des data centers hébergés chez nous, pas chez Amazon ou hébergés chez nous. Et évidemment, on recycle la chaleur qu'ils produisent pour chauffer les locaux du siège à Niort. Et ça veut dire que l'électricité qu'il faut malgré tout acheter en plus, c'est de l'électricité verte. Évidemment, on y veille. Vous pourriez avoir des bâtiments à énergie positive d'ailleurs, produire on a quelques bâtiments à énergie positive et on essaye chaque année de progresser. Dans tous les métiers, tous les directeurs de la Maïf finalement, de services, etc., quel que soit leur métier, et donc les services généraux, ça en fait partie, tous ont des objectifs d'impact et d'amélioration, d'augmentation de leur impact. Ça veut dire que vous êtes très ancré dans les territoires et justement vous allez travailler main dans la main avec des collectivités, par exemple, avec des maires, avec des acteurs privés aussi, autour de là où vous êtes situé? Alors autour de là où on est situé, notre siège social est à Niort et on travaille beaucoup avec notamment le maire de Niort sur différents projets, y compris pour revivifier un petit peu le centre-ville. Niort est une ville comme tant d'autres où il y a eu le développement de grandes zones commerciales à la périphérie et puis une espèce de paupérisation et d'abandon du centre-ville. Je pense qu'il est temps de faire revenir un peu d'activité en centre-ville, mais bien ailleurs, parce qu'on est implanté partout dans le pays. La totalité des salariés de la Maïf, des 8000 salariés de la Maïf, travaillent en France. On n'a pas de l'informatique en Inde ou des plateaux téléphoniques à Madagascar ou en Tunisie. Tout le monde est basé en France sur l'ensemble du territoire. Et donc on travaille effectivement avec les collectivités locales un petit peu partout. Puisqu'on parle d'impact environnemental, on a créé par exemple, il y a 2 ans, un fonds qui s'appelle Maïf Transition, pour accompagner la transition énergétique et la transition agricole de ceux qui veulent, par exemple, d'un agriculteur qui veut
passer au bio, c'est super compliqué parce que... Oui, c'est très long. C'est au moins 3 ans minimum. Exactement, parce que les terres ont besoin de régénérer. Quand elles ne sont plus traitées, c'est dramatique. Ouais. Quand elles ne sont plus traitées, ne sont plus fertiles pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elles se régénèrent. Donc c'est vraiment la démonstration de l'absurdité du système qu'on a mis en place. Exactement. Et donc, il faut accompagner les agriculteurs qui ont la volonté. Il faut financer ce besoin en fonds de roulement là pendant les quelques années. Ça se fait typiquement dans les territoires, évidemment. Je reviens à l'ouverture du marché, enfin de la maïf aux PME. Parce que je voudrais le lier au risque Covid. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pour vos concurrents un certain nombre de critiques, voire de scandales sur l'absence de remboursement pour des chefs d'entreprise, des restaurateurs, etc., en perte d'exploitation. Est-ce qu'on peut assurer le risque Covid aujourd'hui, ou est-ce que c'est toujours impossible dans votre esprit ? C'est impossible avec les règles actuelles, traditionnelles, j'allais dire, d'une couverture d'assurance. Autrement, le niveau de la prime d'assurance serait infiniment trop élevé. Quand on parle des impacts, notamment en perte d'exploitation de la pandémie, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce qui est un chiffre complètement inassurable où, encore une fois, il faudrait des primes vraiment très, très élevées. Et donc, ce sur quoi la profession travaille avec les pouvoirs publics, c'est de faire finalement un système relativement proche de celui des catastrophes naturelles. C'est-à-dire un volet assurantiel, mais capé avec un plafond. Et donc, sous ce plafond, c'est un système d'assurance classique, j'allais dire. Et puis, à un certain moment, ça n'est plus possible. Et donc, il doit y avoir une solidarité nationale au niveau de l'État. Mais avec une grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'au moins les choses seront claires, seront établies. Chacun saura dans quelles conditions et jusqu'à quel montant il est assuré, comment au-dessus il peut y avoir une solidarité, là où les gens ont découvert soit qu'ils n'étaient pas assurés, soit que les choses n'étaient pas claires dans leur contrat, etc. Merci beaucoup. Merci Pascal Demurger. À bientôt sur Bismart. Avec plaisir. C'est Smart Ideas, des moutons pour votre gazon. Eh oui. La start-up du jour, c'est Greenship. Bonjour Paul Leteux. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le président de Greenship depuis 2015. Vous remplacez nos tondeuses par des moutons. Voilà une drôle d'idée. Comment vous l'avez eu ? Écoutez, on avait un terrain familial à la campagne avec un grand verger. Moi, en parallèle, je faisais déjà des études d'ingénieur dans le domaine du paysage. Et j'ai dit... on va mettre la tondeuse au garage et on va remplacer par quelques brebis. Et ça a commencé comme ça, tout petit, et on s'est après développé, structuré. On en a fait une vraie entreprise. Et aujourd'hui, on intervient partout en France avec 78 bergers et ça représente plus de 2000 moutons. Alors, qui sont vos clients ? Alors, nos clients, c'est des entreprises et des collectivités. Donc, ça peut être des entrepôts logistiques, ça peut être des sites industriels, des hôpitaux. Et tout le monde peut faire venir des brebis, c'est ça partout, il n'y a pas des restrictions ou peut-être... Il y a quand même quelques contraintes, notamment une contrainte de surface. D'accord. Il faut un minimum de 3000 m² pour pouvoir installer 2 à 3 moutons, parce qu'un mouton ne peut pas vivre seul. Donc ça, c'est une première contrainte. Et puis après, il faut que le site soit totalement clôturé de l'extérieur par sécurité. Et nous, on vient installer des clôtures complémentaires pour délimiter des parkings, des zones de bureaux... sur le site de l'entreprise. Je ne sais pas si vous aviez vécu ça, mais moi je me souviens de ma surprise sur le périphérique parisien. La première fois que j'ai vu des moutons en train de bosser, en quelque sorte. C'était les vôtres ? Oui, tout à fait. C'était à l'initiative de la mairie de Paris. Donc c'était un test Porte Dauphine et Porte Dorée. On avait installé une dizaine de moutons sur les talus, les abords du périphérique. Donc c'était super original. C'est pas mauvais pour le mouton qui respire quand même beaucoup. On a énormément eu cette question. Bah oui, c'est normal. C'était aussi quelque chose qui nous préoccupait, puisque comme c'est nos animaux, évidemment leur bien-être, leur santé est très importante pour nous. En l'occurrence, un mouton, c'est un animal qui vit une dizaine d'années et qui, contrairement à l'homme, n'a pas le temps de développer les mêmes maladies respiratoires qu'on peut avoir, voire même les cancers chez l'homme. Donc ce problème-là a été écarté. Par contre, ce qui nous avait beaucoup
Inquiété. Gêné ou gêné. inquiété, ouais. C'était la pollution du sol oui. éventuellement. Eh oui. Ouais. Et là, on était allé un peu plus loin dans la démarche. En fait, on fait des analyses de sol pour voir s'il y a des métaux lourds ou des choses qui se retrouvent dans le Effectivement. sol. Bon, il se trouve qu'il y en avait, mais en dessous des seuils imposés par l'Union européenne pour le bien-être des animaux. Donc, on a dit go, tous les feux étaient au vert. Et c'était une première aussi proche de la Ils y ville. sont toujours ou ils y sont plus? J'ai Ils n'y l'impression sont que je les plus. vois plus, ouais, c'est ça. Ils n'y sont plus. Alors, je ne connais pas les raisons exactes. Je pense que c'est aussi une question de budget marché de la ville de Paris, parce que ça nécessite en fait de poser des clôtures. Mais ils sont autonomes, ces moutons. Les bergers s'en occupent plusieurs fois je sais pas, par semaine, par mois. Comment ça se passe? Alors, nos bergers passent en moyenne une fois par semaine sur les sites pour vérifier que tout se passe bien. Donc, c'est une autonomie relative. Donc, c'est pour contrôler l'eau, contrôler l'état des clôtures. Et puis après, il y a des opérations un peu plus lourdes qui ponctuent l'année, comme la tonte des moutons au mois de Qu'est-ce que juin. vous faites de la laine? Alors la laine, on la donne à des associations qui transforment ça en des choses très simples, des ponchos. On voulait absolument que le cycle de la laine reste en France, parce qu'aujourd'hui c'est un peu catastrophique. 90% de la laine part en Chine pour être retraitée, transformée, et ensuite elle revient en France évidemment. Vous allez redynamiser l'économie Alors, de la laine en France. Il faudrait qu'on soit plusieurs, parce que c'est pas avec nos 2000 moutons qu'on va aller loin, mais c'est une première initiative, ouais, on voulait participer à ça. Comment vous imaginez l'avenir? On a 30 secondes Faire des pour terminer fromages de brebis. pourquoi pas, bonne idée, votre plan de développement. Ce serait une bonne diversification. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est favoriser d'autres races rustiques au même titre que le mouton d'Ouessant. Donc il en existe une vingtaine en France. On peut citer le mouton Rava dans le Massif central, le Land de Bretagne en Bretagne, la grivette du côté de Lyon, Oui, le parce que vous boulonnais dans le contribuez à nord. sauvegarder ces espèces-là. Hein, Tout à fait. Ouais. En fait, c'est des races rustiques qui ont été délaissées par les éleveurs classiques au profit de races à viande un petit peu plus productives. Et avec l'éco-pâturage, on leur redonne une utilité, un sens. Donc on veut pousser cette démarche avec des races de chèvres et de moutons et avoir un panel le plus large possible pour... Merci beaucoup. Merci Bon beaucoup. vent à Greenship. Merci Paul Leteux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je n'ai pas raconté mon expérience de tonte de mouton. J'ai tondu un mouton une fois dans ma vie. J'étais nul. Rendez-vous demain à 9h. Laissez ça au berger. Midi et 20h30 sur Bismart. Salut. À demain. C'est vrai. Ça en aurait voulu.